Bien, je pense que, voilà, après l'annonce d'Armel, bonjour à tout le monde. J'ai le redoutable privilège de présider cette 8e session, en ce 3e jour de cet important colloque, important sur les massacres. Et puisque nous sommes légèrement en retard, ou mieux, mais bien plus que ça, parce que nous avons quand même pris un retard de presque 20 à 25 minutes. Je pense que cette session est intitulée « Se mobiliser pour dénoncer ». Et en rapport avec cet intitulé, nous sommes là au cœur effectivement de l'action. Nous sommes là au cœur de ce qu'on pourrait aussi appeler actuellement le concept de chercheur citoyen. C'est-à-dire, en réalité, on verra effectivement tour à tour un certain nombre de trajectoires individuelles dans l'histoire des personnes qui, en rapport avec un contexte extrêmement délicat, extrêmement pesant, ont pu effectivement faire en sorte que leur voix porte. Et en partant de ces biographies individuelles, je pense que nous voyons bien le courage d'un certain nombre de personnes, et cela incite effectivement à un engagement citoyen, un engagement républicain. À l'époque, dans le contexte, effectivement, cela a été dit, en rapport avec un certain nombre de valeurs humanistes, avec un certain nombre de valeurs d'égalité, de fraternité et tout cela. Et nous allons aussi essayer de voir comment est-ce qu'en rapport avec un certain nombre de biographies collectives, notamment avec les sources judiciaires, un certain nombre de voix ont été portées à travers des souffrances qui ont été endurées, notamment en rapport avec la colonie portugaise du Mozambique. Et je pense que je ne vais pas trop prendre du temps. Je laisserai peut-être la parole directement au présentateur pour qu'il nous dise de quoi est-ce que cela retourne. Donc la première présentation sera celle d'Amaury Laurin de l'université de Rangoon en Birmanie. Cette communication est intitulée Paul Vignet d'Octon, 1859-1943, la dénonciation par le pamphlet des crimes et massacres coloniaux de la Troisième République. Cette communication sera lue par Odile Hankes Passavant, qui est anthropologue et qui est en train de mener des recherches doctorales à l'université de Paris 8 en France. Odile, vous avez la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais donc vous lire la communication d'Amaury Laurin. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, comme ça? Il faut appuyer. Je l'ai fait. Ah, d'accord. Allez-y. D'accord. Est-ce qu'on m'entend convenablement? D'accord. Ah oui. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler fort, ça m'intimide. Je vais donc vous lire la communication d'Amaury Laurin, qui est affecté à l'université de Rangoon, ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui, donc vous salue et m'a confié sa communication, qu'il a donc consacrée à Paul Vignet d'Octon et à la dénonciation par le pamphlet des crimes et massacres coloniaux de la Troisième République. En exergue de sa communication, il a mis une citation extraite d'un des ouvrages de Paul Vignet d'Octon. « J'ai fait ce rêve. Il y avait enfin sur la terre une justice pour les races soumises et les peuples vaincus, fatigués d'être spoliés, pillés, refoulés, massacrés. Les Arabes et les Berbères chassaient leur domination du nord de l'Afrique. Les Noirs faisaient de même pour le reste de ce continent et les Jaunes pour le sol asiatique. Ayant ainsi reconquis par la violence et la force les droits imprescriptibles et sacrés qui par la force et par la violence leur furent ravis, chacune de ces familles humaines poursuivait la route de sa destinée à un instant interrompu. Et, oubliant que j'étais français, ce qui n'est rien, pour ne me souvenir que d'une chose, que j'étais homme, ce qui est tout, je sentais dans la profondeur de mon être une indicible jubilation. » Voilà, c'est ce qu'écrit Paul Vignet d'Octon dans sa préface à celui de ses ouvrages qui est le plus connu relativement à la dénonciation des crimes coloniaux, c'est-à-dire La sueur du Bournou, publié en 1911. La tenue d'un colloque sur les massacres et les répressions au sens large perpétrées dans le monde colonial m'a semblé une bonne occasion de rappeler l'engagement et la mobilisation pour les dénoncer de Paul Vignet d'Octon.
Né en 1859 et mort en 1943, Paul Vigné d'Octon, ce qui est le nom de plume de Paul Vigné, est une figure singulière et passablement oubliée de nos contemporains, à laquelle se sont notamment intéressés avant nous les historiens Henri Brunswick, Jean Suré-Calal et Christian Roche, et d'interroger les enjeux et les limites d'un genre littéraire dissident très français, le pamphlet, parmi les différents modes de production littéraire partie prenante de telles démarches de dénonciation en situation. Avant qu'Odile Anquès passe à l'ordre, ne revienne sur la colonne du Rio Nunez sur la côte de l'actuelle Guinée, dans sa communication intitulée « Retour au Rio Nunez, le massacre de 1885 », cette première contribution présentera Vigné d'Octon dans le contexte, notamment politique, de production de deux de ses plus virulents pamphlets anticolonialistes, qui sont des essais politico-militaires ayant subi les foudres de la censure de la Troisième République impériale et récemment réédités. Dédié au ministre des colonies de l'époque, officiellement responsable, je cite, de tous les crimes et de toutes les infamies dénoncées. La sueur du Bournou, les crimes coloniaux de la Troisième République et le rapport publié suite à une mission d'information conduite par l'auteur en 1910 en Afrique du Nord. Médecin de la marine, romancier prolixe à la manière d'un Pierre Loti, également officier de marine, et pamphlétaire virulent, Vigné d'Octon, né en 1859 à Montpellier, oscille entre les statuts mal définis d'imprécateur philanthrope, de témoin révolté et d'expert officieux à affaires coloniales. Fils d'un boulanger athée, Vigné d'Octon, député de l'Hérault pendant 3 législatures, de 1893 à 1906, développe un goût prononcé pour la polémique et mène divers combats, notamment contre l'exploitation des peuples colonisés, avec une ardeur qu'on peut qualifier d'impétueuse. Vigné d'Octon est en effet un épris intransigeant de justice et de compassion pour la détresse humaine. Sa fougue s'illustre avec brio, notamment à l'occasion de fracassantes interpellations consignées dans les archives parlementaires des gouvernements de la Troisième République sur Madagascar, conquise en 1896 par la France, avec Gallieni comme premier gouverneur général. Vigné d'Octon demande alors l'arrêt pur et simple de la politique de conquête coloniale, cause d'actes abominables, je le cite, qui porteraient à croire que les véritables sauvages ne sont pas au Soudan. Fin de la citation. Vigné d'Octon est profondément ému et indigné par les abus dont il est témoin lors de ses séjours en Afrique subsaharienne dans le cadre de ses fonctions. En Guinée en 1885, puis au Sénégal en 1886, une expérience fondatrice qu'il porte ensuite avec véhémence à la tribune et qui nourrit dès lors toute sa carrière politique. En 1885, Vigné d'Octon accompagne en effet une colonne d'infanterie de marine chargée de consolider les positions françaises en Guinée, alors divisées entre 2 chefs locaux rivaux. La mission consistera à supprimer 3 villages brûlés par les militaires français qui chargent des supplétifs d'achever les blessés. Odile nous présentera cet après-midi les détails de cette sombre affaire. 2 ans avant les exactions bien connues de la mission Afrique centrale-Tchad, la tristement célèbre mission Voulais-Chanoine, suite à laquelle la demande de commission d'enquête parlementaire exprimée par Vigné d'Octon est rejetée par la Chambre des députés, ce dernier dénonce notamment avec force le massacre colonial perpétré le 30 août 1897 à Ambiki, à Madagascar, en condamnant avec la plus grande fermeté la tuerie malgache à la Chambre, un épisode tragique rappelé dans le célèbre discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, autre pamphlet anticolonialiste. Les faits sont les suivants. Un adjoint de Gallieni, gouverneur général de l'île, a ordonné un massacre de nuit contre la population d'Ambiki endormie, mitraillée ou éventrée à la baïonnette. Vigné d'Octon écrit « Les clairons sonnèrent le ralliement, les sous-officiers firent appel. Nul des nôtres ne manquait. On se reposa, on mangea. Une boue rouge couvrait le sol. À la fin de l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang des 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Quand les ténèbres du soir furent tombées, des gémissements exhalés des lèvres des rares blessés qu'on avait mal achevés sortirent de dessous l'état des cadavres. Un Français, croyant suffisante l'exécution déjà accomplie, demanda l'autorisation de secourir ceux qui vivaient encore. Il ne l'obtint pas, et les derniers moururent dans la nuit. Le nombre des victimes fut évalué à 5000 par les uns, 2500 pour les autres. Les rapports publiés l'ont voilé avec soin. La Gazette officielle dit seulement « Le roi Touer, son ministre et 2 chefs ont été tués pendant le combat ». La Gazette ajoutait « 500 prisonniers sont tombés entre nos mains ». La vérité est que pas un indigène n'en est sorti vivant. Et pour conclure, Vigné d'Octon ajoute «
Quand il fit grand jour, la ville n'était plus qu'un affreux charnier dans le dédale duquel s'égaraient les Français, fatigués d'avoir tant frappé. Auteur d'une quarantaine de conférences sur l'anticolonialisme entre 1911 et 1913 à travers toute la France, Vigné d'Octon témoigne dès 1886, sous divers pseudonymes, dans des articles notamment envoyés au Figaro littéraire et à divers journaux militants, des exactions auxquelles il a assisté. En février 1889, Vigné d'Octon, évidemment mal vu de ses supérieurs à cause de ses écrits, publiés sans l'accord de l'autorité hiérarchique, démissionne de la marine. Il s'agit d'une décision courageuse pour ce fils de boulanger dépourvu de fortune personnelle, qui renonce alors à sa carrière d'officier. Cette décision libère sa plume, qui se déchaîne dès lors. Vigné d'Octon contribue notamment dès 1897 au journal L'Aurore, dirigé par Clémenceau, qui publiera l'année suivante le célèbre J'accuse d'Émile Zola dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Porte-parole assurément le plus déterminé d'un anticolonialisme encore mal structuré à la Chambre des députés, alors qu'un puissant parti dit colonial s'y organise, au contraire, à partir de 1892, Vigné d'Octon, volontiers franc-tireur, se présente lui-même politiquement comme radical socialiste, quoiqu'il n'adhère pas au parti républicain radical et radical-socialiste fondé en 1901, et républicain avancé, c'est-à-dire hostile aux opportunistes de la majorité gouvernementale, avant que son caractère profondément indépendant ne l'amène à glisser progressivement vers l'extrême gauche anarchisante et à fréquenter les milieux libre-penseurs et anticléricaux. Les élections législatives de 1893 représentent un tournant dans l'histoire politique de la Belle Époque. Elles modifient en effet profondément la physionomie de la Chambre des députés en faisant entrer 213 représentants nouveaux, soit un renouvellement sans précédent. Dans ce contexte, élu à la Chambre en août 1893 sur un programme de défense des viticulteurs du Midi, aux côtés de plus de 200 nouveaux députés, de gauche surtout, parmi lesquels Jules Guesde, élu à Roubaix, Paul Doumer, député de Lyon, avant de devenir gouverneur général de l'Indochine, puis président de la République, Vigné d'Octon est un député sentimental, préférant rapidement la polémique aux séances de travail parlementaire. Il affrontera notamment Paul Leroy-Beaulieu, théoricien de la colonisation, qui sera son indéfectible adversaire sa vie durant. Bien que la dénonciation de Vigné d'Octon détonne par sa virulence et ses accents emphatiques, elle n'en est pas totalement isolée pour autant. La colonisation suscite en effet, au sein même du courant républicain, à gauche donc, une opposition fondée sur l'argumentation traditionnelle de la pensée des Lumières, c'est-à-dire le refus de principe des conquêtes et de la domination coloniale au nom des droits de l'homme et d'un idéal de liberté universelle. Vigné d'Octon est représentatif en cela d'une tendance soucieuse de rapidement politiser la question coloniale. Il s'efforce de proposer au Parlement les réformes nécessaires, selon lui, pour une gestion plus républicaine, c'est-à-dire plus juste et plus humaine, des populations dominées. Alors que les radicaux passent sans transition de la vitupération à la gestion, voire à l'affairisme colonial, les socialistes français de la Belle Époque se targuent de constituer l'avant-garde qui propose au Parlement les réformes nécessaires, selon eux, pour une gestion plus républicaine des territoires colonisés. Étroitement circonscrite, cette implication des élus ne repose toutefois que sur une poignée d'auteurs, tels l'électron libre Vigné d'Octon ou encore Gustave Hervé, leader socialiste antimilitariste. Doit-on dès lors voir en Vigné d'Octon un précurseur d'un Frantz Fanon ? Il s'agit, avec Vigné d'Octon, sans doute davantage d'humanisme colonial que d'anticolonialisme à proprement parler. L'existence d'un anticolonialisme avant 1914 en France est d'ailleurs l'enjeu d'un débat historiographique. En effet, le mot même, dont l'emploi est plus tardif, serait anachronique avant 1914, et Vigné d'Octon n'aurait dénoncé que les seuls excès, abus et bavures des conquêtes coloniales, ce qui est déjà un fait notable, sans remettre en cause le principe même de la colonisation, ce qui est discutable quand on le relit aujourd'hui. Quelle qu'en soit la nature, l'anticolonialisme de Vigné d'Octon coïncide avec un pacifisme qui s'inquiète des tensions suscitées par les rivalités coloniales croissantes, tenues par lui pour partiellement responsable de la marche à la Grande Guerre, ce que ne dément pas la chronologie. En effet, l'éventualité d'un conflit avec l'Allemagne, souhaité en France par les revanchards depuis la perte de l'Alsace-Lorraine en 1871, est sérieusement envisagée après la crise d'Agadir en juillet 1911, tant au plan national qu'international, alors que l'Empire allemand s'estime en retard en matière de colonisation. 6 ans plus tôt, la crise de Tanger en 1905 s'était soldée par la démission obtenue par l'Allemagne du ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé. La question marocaine n'en était pas réglée pour autant. Le coup d'Agadir aura notamment pour conséquence de précipiter l'établissement d'un protectorat français au Maroc, conclu par le traité de Fès le 30 mars 1912.
Personnage atypique, souvent pris pour ce qu'on appellerait alors un original par ses contemporains, voire un esprit fantasque et utopique, Vigné d'Octon frappe au contraire aujourd'hui par sa conscience lucide, s'inscrivant en tout cas largement à rebours de l'opinion colonialiste dominante à la Belle Époque, alors que dans le cas français, l'anticolonialisme fut souvent minoré car considéré arrangé parmi les mythes, selon l'appréciation d'Henri Braunschweig. Représentatif de ce que fut, ou trop peu, l'anticolonialisme en France à la Belle Époque, Vigné d'Octon, parlementaire humaniste, suscite une légitime curiosité. Isolé, solitaire, dérangeant, considéré par les puissants milieux coloniaux français comme plus dangereux en Afrique que les criquets, le député de l'ODEF se range parmi les adversaires d'une certaine colonisation, alors qu'une colonisation républicaine dite à la française prétend être plus altruiste que les colonisations engagées au même moment par les puissances européennes rivales de la France. Mais, écrasé en quelque sorte par les plus brillants des interpellateurs du groupe colonial de la Chambre mené par Eugène Etienne, député puis sénateur du département d'Oran, sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, puis sous-secrétaire d'État aux colonies, Vigné d'Octon ne parvient pas à s'imposer comme un chef de file des adversaires de la colonisation, notamment en raison de ses prises de position par trop tranchées. Pour autant, son influence sur le mouvement anticolonialiste français est établie. Ses écrits ont circulé au sein de ce dernier. Nguyen Ai Quoc, futur Ho Chi Minh, demande ainsi à rencontrer Vigné d'Octon dans les années 1910. Celui qui conduira les guerres de libération de son pays contre la France et les États-Unis s'inspire du député de l'ODEF pour rédiger deux de ses brochures, Les opprimés et Procès de la colonisation. Une citation de Vigné d'Octon est d'ailleurs placée en exergue de cette dernière. Après avoir volé des terres fertiles, les requins français prélèvent sur les mauvaises terres des dîmes 100 fois plus scandaleuses que les dîmes féodales. Pour compléter ce rapide portrait, le Vigné d'Octon médecin fut par ailleurs précurseur dans le domaine médical. Il a en effet exploré des solutions thérapeutiques défiant les défenses naturelles de l'organisme en préconisant une intime proximité avec la nature, autrement dit le naturisme. Défenseur pionnier du naturisme, auquel il consacre le dernier tiers de sa longue vie, l'étonnant docteur Vigné, comme on l'appelle, prône une hygiène de vie et une médecine naturelle admise et reconnue aujourd'hui. Je renvoie sur ce point aux travaux d'Arnaud Bobéroux, notamment sur l'imaginaire colonial des naturistes français. Mais comme en politique, l'activisme à contre-courant de Vigné d'Octon perturbe. Le docteur travaille quotidiennement à une Bible du naturisme, restée inachevée, rassemblant les théories et pratiques recommandées par ses soins. Un prix Paul Vigné d'Octon est décerné depuis 1998 par l'Académie des sciences morales et politiques. Prix biennal d'humanisme sociologique et littéraire, il est destiné à récompenser un auteur, médecin de préférence, ayant fait la preuve, je cite, par ses écrits, de son comportement professionnel ou sa vie courante, d'un dévouement réel et tangible à la cause du progrès dans les rapports entre humains ou groupes d'humains. L'histoire avec un grand H n'a pas retenu le nom de Vigné d'Octon, une injustice heureusement rétablie par ce très stimulant colloque. 3 ans après la disparition de Vigné d'Octon, un nouveau massacre colonial perpétré le 21 mars 1946 à Takek au Laos rappelle, s'il en était besoin, l'utilité de son combat. Je vous remercie de votre attention. Merci Odile pour cette communication extrêmement poignante et félicitations surtout pour avoir accepté de lire ce texte. D'autant que c'est deux champs complètement différents, parce que je pense qu'Amaury est politiste, c'est-à-dire oui. il fait dans les sciences politiques alors que vous êtes anthropologue. Je pense que c'est extrêmement courageux et on vous félicite encore une fois d'avoir accepté de lire cette communication qui nous replonge encore une fois au cœur effectivement de ce colloque aussi, au-delà des archives, c'est-à-dire au-delà effectivement de la dimension textuelle, des matériaux autour desquels nous travaillons. Il y a aussi une autre dimension qui est très très importante, c'est celle de l'engagement. Et là, je pense que nous avons un exemple important d'un personnage de son temps et qui, effectivement, contre vents et marées, certainement a eu beaucoup de courage à dénoncer un certain nombre d'abus et qui a mis, j'allais dire, en balance ou bien en sellette tous son différents statuts, et n'a pas hésité effectivement à afficher sa détermination, à afficher son engagement en rapport avec ces crimes et massacres coloniaux. Je pense que vous avez remarqué que nous avons perdu Xavier Luffin, qui n'est pas là, et
Ah, voilà. Donc, donc il n'est pas dans la salle non plus, je pense. Alors, donc, sans plus tarder, je pense que nous allons directement donner la parole à Marc Desimon, qui est linguiste, maître de conférence à l'Université d'Orléans, en France, dont l'intitulé de la présentation est « De l'imminence à l'immanence, le cas de Paul Tisser, Ananke Spahi et écrivain engagé ». Vous avez la parole. Merci beaucoup, non. Si, c'est appuyé. Voilà, merci. Bien. Alors, comme j'ai travaillé sur un auteur qui est méconnu, voire inconnu, je commence en lisant un extrait d'un de ses textes qui a été publié en 1907, mais qui a été écrit probablement une bonne dizaine d'années auparavant. J'ai choisi un texte pas trop épouvantable, voilà, parce que c'est effectivement souvent insoutenable, et je ne tiens pas à plomber la journée tout de suite. Les tirailleurs avaient l'ordre de rester là. Et cet officier de génie fiévreux, surexcité, qui ne trouvait pas dans ses caissons les pétards de dynamite. Et les munitions qui manquaient. Et l'assaut, carnage féroce, cependant que le drapeau blanc était hissé depuis 1 heure, implorait le cessez-le-feu. Les malheureux s'étaient retirés dans la Casbah et avaient oublié de se munir d'eau. 2 jours à peine de siège et ils se rendaient sans un coup de fusil. Mais la gloire, il en faut de la gloire. Et le pillage ensuite, bataillons d'Afrique, tirailleurs, spahis, goumiers, crevant les ventres à coups de baïonnette, arrachant aux vaincus vivres et richesses. Et ce chef de colonne, huché sur une dune éloignée, il contemplait la boucherie en mangeant du saucisson et en cassant la croûte. Bonaparte fantoche. Bonne vieille, tu as raison, nous sommes des monstres. Après la paix, les prisonniers furent parqués dans une cour. Pauvres gens, leurs plaies restèrent ouvertes, les membres cassés restèrent pantelants, des yeux crevés restèrent sans soin, des balles pourrirent les chairs. Toutes ces victimes gisaient pêle-mêle sans autre nourriture que quelques poignées de dattes, leurs dattes. Au Sahara, comme au Tonkin, au Soudan, au Congo, c'est la même chose. Pendant la conquête du Dahomey à Adéga, 75 hommes sur 100 mourirent de fièvre en l'espace d'1 semaine. Adéga, la mort, fut le théâtre de crimes ignobles, inénarrables. 3 chefs dahoméens furent faits prisonniers. Interrogés sur la marche de Béhanzin, ces 3 braves refusèrent de parler. Le chef de poste français employa un moyen, inefficace du reste, pour les forcer à parler. Il les fit attacher à 3 poteaux, les bras liés derrière le dos. Les cordes furent serrées avec une telle force que la peau des bras, du ventre et des cuisses creva. La chair fit bourreler, le pus coula. Chaque jour, on renouvelait la question, mais les 3 martyrs restaient muets. La vermine grouilla dans les ulcères. Ces hommes se décomposèrent vivants. Le médecin-major, venu certains jours pour visiter le détachement, gifla le bourreau. Les malheureux moururent seulement 15 jours après le supplice, qui cessa sur l'intervention formelle du docteur. À Yego, 70 km d'Amomé, ce fut pire. Voilà. Et j'ai interrompu ici pour passer à la communication. Donc, si l'on considère l'ensemble de l'œuvre de Paul Tisser, il est né en 1873 et il est mort en 1931, on doit distinguer 2 pans dans son œuvre. D'une part, il y a des écrits que je qualifierais de normatifs, des romans, Tartarin de Toulouse, qui a servi probablement de scénario à un film de Louis Feuillade, aujourd'hui perdu. C'est Messieurs et Dames des Grands Magasins, 1908. Un journal qu'il a édité en 1902, Les Coulisses, qui avait trait au spectacle parisien, mais qui il fait faillite et ça s'arrête. Et en 1903, il a publié des chansons aussi. En 1911, une étude critique sur le colonialisme, l'assiette au beurre colonial. Et surtout, ce qui nous intéresse donc ici, plus particulièrement, ce sont je qualifierais ça des histoires véritables, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des histoires vraies qui résultent directement de ces aventures.
Tisser a participé comme soldat à la seconde guerre du Dahomey de 1892 à 1894, puis intégré dans le corps des Spahis, il a participé à la conquête du Sahara, notamment à la célèbre mission Four-Olami en septembre 1898-1899, qui part d'Alger pour aboutir à Zinder, donc au sud du Niger, et après à Brazzaville. Puis il a participé à la mission Flamand en 1899-1901, qui va d'Alger à Insala. Et il en a rapporté quelques livres qui ont été publiés, qui ont été publiés chez un grand éditeur parisien, Léon Vanier, auquel succède Albert Bessin. C'est vraiment un grand éditeur de poésie notamment. En 1898, il a fait paraître Sousof d'Afrique sous le pseudonyme d'Ananké, qui est un terme grec qui dit la fatalité. En 1902, il publie Le Cafard, là aussi, sous couverture illustrée, 136 pages, 12 récits. Ensuite, c'est probablement un compte d'auteur. Il n'y a pas de mention vraiment d'éditeur. Il y a un imprimeur, mais pas d'éditeur. Et en 1907, donc, son maître-livre, à mon sens, qui est intitulé « Rire et larmes dans l'armée » de 112 pages, qui a été republié par mes soins en 2005. Vous avez derrière la couverture. Et c'est celui qui est de loin le plus abouti parmi les récits d'Ananké. Il y a un autre pan dans sa bibliographie, c'est toute une production d'ouvrages et d'opuscules qui ont fait classer Paul Tisser dans la catégorie des fous littéraires. Alors ce sont des textes à caractère délirant qui ont été signalés dans l'anthologie d'André Blavier qui essaie de répertorier toutes ces choses. C'est très, très difficilement résumable cette partie-là. C'est une espèce d'occidentalia, de frénétique, vraiment très difficile à résumer. C'est difficile de s'aventurer là-dedans. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est l'édition de luxe qu'il fait paraître en 1902, mais c'est vraiment une autre partie de son œuvre. Donc, Elle, Dieu, simple résumé. Et c'est un thème qu'il va reprendre inlassablement jusqu'à sa mort, et qui, visiblement, il y a des voix qui lui parlent et qui le colonisent, si je pourrais dire ça, parce qu'il tente de se défendre contre cet envahissement, mais il n'y réussit pas. Voilà. Alors, il y a effectivement, donc en 1902, il publie celui-ci, il y en a en 1926, enfin, ça n'arrête pas. C'est probablement aussi des contes d'auteurs, plus ou moins déguisés. Et en 1928, encore une fois aussi. Alors, ces ouvrages, quels qu'ils soient, résultent inévitablement de son expérience, même si, dans la partie délirante, il ne s'en considère pas comme l'auteur. Il attribue l'autorialité à cette voix entendue une première fois dans le désert. Ça nous ramène à Vox clamans in deserto, la voix perdue dans le désert. Il était effectivement égaré lui-même dans le Sahara et mourant. Il va revenir le seul survivant de son expédition. Alors, dans ces écrits délirants, l'aspect linguistique m'avait intéressé, c'est comme ça que je suis arrivé à ce cas, c'est qu'il veut démontrer que la langue française provient des cris des bêtes préhistoriques. Donc c'est une façon un peu folle de faire des démonstrations étymologiques. Et les mots, à ce moment-là, racontent toujours des histoires singulières. On pourrait certainement agiter, pour ce qui le concerne, l'idée de névrose de guerre dans la généalogie de son écriture, dans la mesure où, effectivement, il semblerait qu'un épisode dramatique de la mission Flamand semble avoir déclenché l'entrée de Paul Tisser dans la psychose. Effectivement, donc c'est ce que je rappelais tout à l'heure, il est dans le désert et il se perd et il va revenir seul survivant. Et probablement a-t-il été sauvé par des Touaregs qui passaient par là. Ensuite, alors l'autre pan de l'œuvre plus réaliste, et c'est celui sur lequel je préfère m'attarder maintenant, c'est donc lorsqu'il commence à signer sous pseudonyme, donc Ananké, Sousof d'Afrique, en 1898. On peut arguer qu'il faut passer la censure et que le soldat Tisser, encore en exercice, risque gros à publier sur de tels sujets. Une dizaine d'années auparavant, effectivement aussi, il y avait eu un livre de Lucien Descaves, lui auteur plus connu, qui avait publié Sousof, roman militaire, et on avait considéré que ce livre portait injure à l'armée, outrageait les bonnes mœurs, et l'auteur et l'éditeur avaient été condamnés. C'était Stock, un éditeur qui était très engagé à ce moment. Mais peut-être aussi, on doit considérer que dans l'histoire de Tisser lui-même, dans peut-être une histoire plus archaïque, il s'est trouvé aussi marqué par des événements peut-être plus familiaux qui expliqueraient aussi comment... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'expliquer la genèse de son écriture, la psychogenèse de son écriture. Et on peut supposer qu'effectivement,
la névrose de guerre ne suffit pas et qu'il y a eu d'autres choses, d'autres vicissitudes qui se sont exercées sur la biographie de Tisser. Il rappelle effectivement dans son livre que ses parents n'étaient pas fortunés du tout. Son père était garde républicain, sa mère couturière, et que, au moment de la Commune, et que du coup, eh bien, il a été vendu. Il se déclare lui-même comme bébé de 2 ans, voué au métier militaire, et qu'il a vécu effectivement une vie de caserne au lycée Henri IV déjà, et que quand il a eu 18 ans, il voulait racheter sa liberté, mais il fallait rembourser l'État, et à concurrence des frais engagés, et donc ça n'était pas possible. Il s'est retrouvé, il a dû un petit peu rouspéter, je pense, et il s'est retrouvé dans les BATDAF, les bataillons d'Afrique, qui étaient des bataillons disciplinaires. La plupart du temps, c'était des disciplinaires. Donc il se désigne après comme le gladiateur de l'État, sous-officier, et au bout de 15 ans de service, une place de facteur ou de concierge, si l'on réchappe. C'est faire état donc que cette misère vient de loin, conditions historiques, sociales, et aussi donc, qui rentrerait dans les paramètres de cette écriture très spéciale. Sa rhétorique s'affirme essentiellement téléologique. Elle s'intéresse aux moyens, en relation avec leur fin. Ainsi, dans la courte préface qui ouvre Rire et larmes dans l'armée, elle est courte pour ne pas compromettre l'efficacité du propos, Tisser prévient « Nous avons pensé que de ces pages, simplement rassemblées, écrites au hasard des bivouacs, de ce recueil d'impressions personnelles, jaillirait quelques idées. Parce que nous parlons simplement et parce que nous cherchons à éveiller des sentiments éternellement vrais, éternellement forts, nous croyons que le lecteur nous approuvera. » C'est donc l'atmosphère d'imminence, les faits de guerre, d'exaction, d'indignité, contrastant avec les discours officiels qui nient, dénient et condamnent les témoins récalcitrants, et au-delà avec les journaux de marche et les archives militaires dont les auteurs autocensurent ou épurent, qui poussent Paul Tisser à faire retour sur soi, c'est l'immanence. Cette volonté de dénoncer les exactions est forte, si forte même que Tisser ne cède pas à cette voix pourtant si pressante, elle, qui le perturbe sans arrêt et qui le tourmente lorsqu'il écrit ses récits. Il arrive de temps en temps qu'il mentionne cette voix au détour d'une phrase. Il dissoucie donc ces textes réalistes des autres. Il ne faudrait pas compromettre la crédibilité généralement conforée à ce type de texte réaliste. Et ce n'est pas gagné. R ne cesse d'interférer, de le tarauder. Elle s'exprime de façon impérieuse, mais il la repousse et il veut s'en défendre. Voilà. Elle fait irruption dans ses textes de temps en temps, et pourtant, il s'en défend et il essaie de témoigner. Dans Silhouette Lascar, c'est un opuscule rarissime. Alors voilà Souzoff. Dans Silhouette Lascar, c'est un opuscule rarissime. J'ai eu la chance de mettre la main dessus par eBay, et il n'est pas présent dans les bibliothèques. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Il s'agit donc de... Il y a ce dessin qu'il a demandé à un de ses amis, Barrère. Barrère est assez connu parce que par la suite, c'est lui qui sera le responsable de l'affiche où on voit ce bolchevique hirsute et effrayant avec un couteau entre les dents, dégoulinant de sang. Et donc il a fait ce portrait de Tisser qui est au canon, et en grossissant l'image, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait les textes effectivement éparpillés de Tisser. On voit le cafard, Rire et larmes dans l'armée au premier plan, et il y a elle aussi qui cale la roue, donc c'est présent déjà dès 1902, c'est assez tôt, donc les textes ont été écrits plus tôt que parution, bien sûr, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc l'histoire s'objective à travers la sensibilité de son auteur, quand bien même celui-ci serait un peu fou. C'est peut-être même une chance, parce que la mise au point de son style fait écho aux violences vues et épousées. Nous aussi, nous avons aimé passionnément le drapeau, la gloire, mais nous avons vu que l'armée était souvent gâtée par les chefs, que le drapeau couvrait bien des turpitudes et que la gloire militaire était vaine et barbare. Violences qui font donc écho, probablement, à d'autres souffrances, elles-mêmes plus archaïques, mais surdéterminantes au sein de la famille, à des angoisses de castration. Tisser déplore de ne pas avoir eu la chance de décider de son destin, d'être avocat ou médecin, et à des angoisses de mort ravivées par des circonstances guerrières et d'injustice. Je crois que le dessin parle tout seul. Tisser n'est pas un professionnel de l'anticolonialisme, mais l'observateur de faits auxquels il a participé et dont il désire rendre l'horreur. Il propose des bouts de récits disjoints de ce qu'il a vu, des nouvelles, avec des rappels de temps en temps. Des éclats de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a vu faire. Portraits de gradés et de sans grade, tranches de vie de cantonnement, relations d'escarmouches, anecdotes, des petits faits vrais. La justification apparaît dans la préface de Rire et larmes dans l'armée. Ce livre n'est pas un roman ou une série de contes fantaisistes. C'est une suite de récits vécus. Impartialité et sincérité, voilà notre règle.
Il s'agit donc de trouver des équivalents à des états considérés comme invivables. Certaines scènes frôlent l'insoutenable. Pour être incisif, ces textes ne sauraient être longs. L'efficacité tient à ces formules ramassées qui agissent à la manière de maximes pour délivrer des vérités pensées, bien soupesées, nécessaires, indiscutables, claires. Le fait de n'écrire jamais plus d'une phrase, 2 au maximum, à la suite, avant de passer à la ligne, les rend indispensables. Elles font état du fait qu'il se passe quelque chose. Elles rendent compte de ce moment spécialement intense, de la prise de conscience, du saisissement par Paul Tisser de cette réalité inacceptable, de cette prise de conscience subite qu'il y a dans l'instant vécu quelque chose qui ne va pas, de cette stupeur. Les points d'exclamation en rendent compte. Ils en font frôler l'imminence. Ils peignent le constat de la conscience elle-même, la découverte, la prise de conscience de l'existence, là, sur le terrain même de la mort, et de la menace sans cesse suspendue que les points de suspension suspendent, maintiennent. Cela prolonge l'attente de ce que l'on tient déjà comme la vérité, que ce à quoi vous êtes soumis vous change, que l'histoire agit sur vous, que cette imminence fait retour sur vous. C'est la conscience de ce changement, l'expérience de l'histoire et d'une histoire traumatique, cette sensation physique qu'il s'agit littéralement de transmettre. C'est la répercussion mentale de cette violence. Rythme de la syntaxe, point de suspension, point d'exclamation imite donc les mouvements de la conscience. C'est donc une poétique de la ponctuation qui agit par métalepse, par transfert de signification. Tisser, c'est les moyens pour aboutir à de tels effets, et il les répète à l'envi au fil de ses textes. Il les maîtrise. Il agit en narrateur omniscient, qui sait ce qu'il fait. Par exemple, en passant sous guillemets tout mot argotique ou de sens spécialisé, il procure au lecteur un effet de réel qui accrédite la véracité des dialogues et du récit, tout en indiquant qu'il n'ignore pas l'aspect non normatif d'un tel usage linguistique. En le signalant par la typographie, il prévient le lecteur qu'il a parfaitement conscience des niveaux de langue qui pourraient le choquer. Cette poétique, qui a donc vertu de bouleverser, s'accommode inévitablement d'un aspect optatif. Ça ne peut plus durer. L'exercice de l'écriture sur les lieux mêmes du crime fait passer son auteur d'un état rigoureusement passif, celui de militaire qui subit, à un état actif, celui d'auteur engagé. Il s'agit de provoquer parmi le lectorat le plus large possible une tension collective et de provoquer une crise, une rupture pour trouver un mode nouveau de relation au réel. Transmettre l'expérience, en conséquence, doit nécessairement aboutir à livrer quelques énoncés de jugement. Tout le dernier paragraphe de la préface. Je cite, « Combattre et réformer l'armée, ce n'est pas combattre la patrie. La grandeur du patriotisme ne consiste pas dans la joie des panaches. La grandeur d'âme peut envisager froidement la défense sans avoir recours à la barbarie. Ce que nous appelons des héros militaires sont souvent des inconscients de l'heure. Soyons humains dans le mépris de la guerre. Soyons logiques dans la réforme de cette armée que nous avons tous servi et dont nous connaissons tous le despotisme. L'armée n'est plus de notre temps. Sachons la réformer en attendant qu'elle devienne inutile. » Le surmoi, celui de la morale, reprend donc le pouvoir. Il impose cette orientation nouvelle à Tisser. La prise de conscience de l'action de l'histoire sur lui, par l'expérience, lui impose un nouveau but. Il repose sur un sentiment extraordinaire de culpabilité. Paul Tisser éprouve désormais pour les victimes indigènes qu'il devait exterminer une profonde sympathie. Elle est consécutive au fait d'avoir été sauvé par l'un d'eux, alors qu'il était perdu dans le désert. Le persécuteur doit sa survie au persécuté. Son sentiment d'indignité personnelle ne peut dès lors que s'exacerber et Tisser de se sentir coupable de tous ces actes répréhensibles qui sont le lot quotidien des expéditions. Son témoignage n'en devient que plus sensible. L'événement s'est accompli, la menace s'est concrétisée, et s'il en a réchappé pour le moment, la détresse, la torpeur que donne l'imminence du soleil dans le désert ne lui laisse d'autre choix, après l'insolation, que de porter le chapeau, comme si le sujet ressentait un soulagement de pouvoir attacher ce sentiment de culpabilité à quelque chose de réel et d'actuel. Le récit de Tisser y gagne en intensité, ce que ne saurait peut-être offrir le texte d'un historien tenu par les exigences d'un genre différent. Ce besoin de punition se traduit par la nécessité d'écrire. D'une part, Tisser ne peut plus ne pas témoigner, et d'autre part, il trouve de moins en moins d'échappatoire à cette voix qui le taraude et qui le poursuit assez pour provoquer et perpétuer sa stupeur, ce mélange de crainte et d'émerveillement. Elle se superpose, lui impose sa violence et le submerge. Tisser continue d'être soumis et de subir les ordres, l'écriture et le châtiment salvateur qui finalement s'impose à lui. Merci Marc pour cette communication. Et je pense que
cette communication nous démontre, à mon sens, que l'engagement, parce que c'est une communication qui nous parle, ne devrait pas être une option, mais plutôt une nécessité mémorielle, une nécessité historique. Et nous voyons bien, effectivement, nous mesurons le courage de tous ces personnages en rapport avec le contexte qui a été le leur et en rapport avec leur positionnement, leur engagement extrêmement fort pour pouvoir dénoncer les massacres coloniaux. Je pense que comme nous courons derrière le temps, je vais directement passer la parole à Fernanda do Nascimento Tomás, qui est professeure d'histoire à l'université de Juiz de Fora au Brésil. Sa communication sera faite en anglais. Bon, si besoin, peut-être ou nécessité se fait sentir, peut-être que je pourrais bien entendu essayer d'en faire un résumé, mais je pense que ça devrait aller. You have the floor. Okay. Bonjour. I'd like to thank the organizer of this conference for accepting my communication. And I need to apologize because I'm going to read my communication in English. My communication is about the voice of abuse in the cultural record during the colonial rules in the northern Mozambique, early 20th century. The Italian historian Carlos Ghimba emphasized analogy between the inquisitor and anthropologist about the usage, the written documentation. This author analyzed the oral characteristics of some court and ecclesiastic sources. These sources are written documentation from oral testimonies that the people report are about themselves and the other before the scribe wrote. These recorded records are similar to the dead anthropologist's notebook that gathered the material of field work carried out some century ago. From the repression archive to anthropologist's notebook, the court and ecclesiastic source provide to the historian rich information about the lives of ordinary people. In this paper, the repression archives represent the official document. The Portuguese colonial government produced these documents when it was exercising its power in the ruling the people in Mozambique during the early 20th century. Although it's a colonial road product, the historian can turn these Mozambican official documents into historical source. It allows us to get to see the action and the resistance and triumph of the African people through their stories. This paper is going to analyze the methodological possibilities. In 1907, several Africans witnesses against the colonial administration in the court in the northern Mozambique. Moisés, Teia, Binamar, and the other people blamed the Portuguese João Antônio da Silva for the assault, murder, and the humiliation of the people that lived in the Tung circumscription. 12 witnesses declared that João Antônio da Silva had ordered the soldier to murder all the Matembo. Matembo was a Swahili group that lived in northern Mozambique. Some Matembo that told that everyone knew the severe aggressions and murders from João Antônio da Silva. That colonial administrator ordered to whip and the furrows for no reason. The military Musa and the Alberto dos Santos, both African people, suffered his strong aggressions. According to some witnesses, he hit them hard enough that blood stained the walls. Alberto dos Santos had sold all the fish before the João Antônio da Silva's cook arrived, and therefore the colonized punished him. The colonized tried to have sexual intercourse with Musa's wife, and she refused it. Because of that, João Antônio da Silva punished him. Other assaults occurred because people had refused to lift the hat to the colonial administrator when he passed. Another man called Cupenda suffered some aggression. After the whipping, he was blamed and severely wounded. The soldier dragged him by the feet to the beach, where they bathed him with the salt water. The first complaint against the colonial administrator was about the chief called Lioco. João Antônio da Silva's soldier had given him 200 whiplashes. After the aggressions, they took Lioco and the dungeon, where he was left without food and medical treatment. Lioco died some days after. Many Matembo revolted and looked to another colonizer to complain about that situation. With the support
of some Portuguese colonial administrators and the military. The Matema got to persecute and convict João Antônio da Silva in both colonial legal proceedings, the first and second instance, to 24 years of prison. Those aggressions occurred before the colonial occupation process in the northern Mozambique in the beginning of the 20th century. In that moment, Portugal did not colonize all the regions that were currently known as Mozambique. The Tungi location were still free of the colonial rule. The military and administrator were trying to impose the Portuguese power in that place, and they wanted to submit all the Matemba chief. The Portuguese seized him as an battle chief and got to defeat him only in 1911, when military and colonial administrators occupied that location. The colonial occupation process was violent in many places in the African continent. Many massacres and repression took place in the region where the people resisted the European presence. However, in Tungi, João Antônio da Silva intended to combat the Matemba through massacre and repression before the beginning of the Portuguese military operation. In that year, the Portuguese still trying to negotiate with the Matemba, and the plan was to use the force as last resource. The main operation starts the following year, in 1908. Although Tungi was still free of the colonial rules, other Mozambique localities were under the Portuguese power. In this place, the Portuguese installed the colonial court to judge everyone that was in the Mozambique. The colonial court should judge every person through the Portuguese legal system, regardless if the people were Portuguese, African, or Indian. In this context, that the aggressions from João Antônio da Silva arrive in the colonial court, even if the main goal of this legal system was control the colonizer. The African could use it to denounce the aggression from the colonizer. Through the many African and Portuguese denounce, the colonial justice agent recorded the aggression from João Antônio da Silva and the many reports against him. An instrument to describe the investigation about the crime. The criminal process can become, to the historian, a dialogical source. According to José Barros de Assunção, the dialogical source involves many social voices. The criminal process has testimony not only from the defendant, witness, and accused, but also from the one court mediator, such as police officer, lawyer, judge, interpreter, and scribe. Many people contribute to this document build. One of them wrote this record, others translate, others spoke to be written in it. Several scholars have analyzed that to arrive the word of that people in the colonial court, it's necessary to cross different filters. The voice of colonizers do not reach us clearly. The criminal process has two dialogical poles that to need to filter: the judge or the other mediator in the colonial court, and responded in the court. Furthermore, the criminal process is an intensive search because it allows us to note details of the historic moment and understand the other speech and how the people manipulate their discourse. This search allows to extract precious information about the people's life, their sociability space, and their imaginaries. The multiple voice of the search make possible to note the view of the world of that people, their disagreement and solidarity networks. Thus, we get to listen to the social groups and to see their identities, even when their silenced and excluded voice were the domination context. In the Africa study, the historian began to use the court record in the 1980s. From the following decade, many scholars have started to use the criminal process as important historical source to their research. Some then were Richard Roberts, Marcel Wright, Kinsman, and the others. The main concern of this research has been to understand how the African produced these stories about themselves, or how these people negotiate to get to introduce their testimonies in the court, since court proceedings influenced the discourse to that people. In Tungi, 12 people witnesses against the colonial administrator. From these people, 7 were Africans.
Some of them were direct victims of his aggression, and the other were Portuguese and Indians. A child called Emilia, 88 years old, said that colonial administrator Sergeant arrested her and her mother when both were producing salt near her village. That man took them to the administrative post where he beat her mother who died soon after. After that, João Antônio da Silva transported her and her body, who was 5 years old, to the governor's house in another locality of northern Mozambique. Other witnesses said that both children became governor slaves. The army captain called Antônio Ferreira de Oliveira e Melo was the person who denounced the colonial administrator in the court. Oliveira e Melo told the judge that many local people complained the most of the Portuguese that were in the tongue. The army captain was threatened, telling the governor about the complaints against the administrator. But the colonizer announced that the governor had authorized him to not attack the black people, but oustify the white people. Trying the reading of the court register, it's possible to note that Cabo Delgado governor protect the colonial administrator. Some African military witnesses the colonial court. Moisés was also corporal and confessed his aggression against the Machemba. He said that colonial administrator ordered him to whip many people. Moisés explained how each aggression happened. However, he did not give his opinion about this action of violence. Many African colonial militaries did not witness in the court. Some had gone out to far localities in Mozambique. Others had disappeared. Curiously, one of these militaries disappeared in the same day that he had to witness in the colonial court. It's possible that people suffered threats from the colonial administrator. If we come back to Carlos Guimba's word, we can suppose that the threats happened more outside than inside the court, different for Inquisition period. The court was not judged, mainly persecuted and excluded both politically and religiously. The defendant was a colonizer. Many Africans who were excluded in the colonial source claimed and strove to denounce and condemn the colonial administrative atrocities. In that case, the court agents did not use the violence and torture to get some information about crime. Other African witnesses in the court. Sim Ibrahima declared that colonial administrator arrested 6 people, saying they were Machemba chief's spies. He whipped and hung them upside down. Another man called Abderrahmane Binanja said that sergeant ordered by the colonial administrator had shot and killed some people. Sim Ibrahim and Abderrahmane Binanja spoke with the colonial administrator. And he left and told them to run away. Both of them were not from Tonga, but they were important merchants in that locality. Okay. They must have complained to colonial administrator because they had some insects in that locality. The militaries and the other African people do not dare to complain to colonizer. Most of them were afraid of the colonial administrator. When we read the criminal process, it was possible to note that most of the African testimonies were similar, with the same information about the aggression. The testimonies of both military and ordinary people were identical. On the other, the witness of the Portuguese and of the local important people were different because they gave more information. As aforementioned, it's important to note all these social agents and their role in the court. In this case, we have 2 situations to analyze. One is how the people told their stories. The people organized their argument about the aggression to speak in the court. Most of them do not know the court procedures, and some might have guided them how to speak in that colonial institution. Other African people could guide them about how they have speak.
The second situation is how the speech was written. The interpreters translate the testimony from Kimuani to Portuguese. Kimuani was the language spoken in that locality. After that, the scribe had to write the speech according to the legal text procedures. The legal text had to have some standardized sentence and information about witnesses. The scribe used more formal words than the people could speak. With that, it's possible to understand the reason that the witness was identical. In conclusion, it's important to tell that in Mozambique Historical Archive, it's possible to find other criminal processes against the colonial administration that involve the aggressions to the colonized. Most of the lawsuit can come to be possible because the accused had some conflict with another colonized. In the João Antônio da Silva case, some Portuguese colonial administrator and the colonial army had many disagreements to him, mainly about his assault. The João Antônio da Silva condemnation happened because these Portuguese were disputing and endorsing the Africa complaints. We know too little about how the repression and massacre have happened in the colonial world. In such a violent colonial world, only a few colonized got to denounce their aggression. Merci. Okay, thanks, Fernanda. Bon, je pense que on va peut-être directement passer aux questions, hein, parce que nous sommes suffisamment en retard. Normalement, à 10h45, nous devrions en principe être en séance plénière avec la communication de David Murphy. Et je pense que l'importance des sources judiciaires telles qu'elle énonce apparaît ici à travers sa communication. Et je pense que la dimension des biographies collectives à travers effectivement toutes ces voix des personnes qui sont opprimées, des personnes qui sont soumises à ces exactions-là, peuvent effectivement être lues à travers ces sources-là, mais bien entendu à travers le filtre de la critique, avec un certain nombre d'astuces pour rendre compte effectivement de la réalité des phénomènes qui ont été vécus. Bon, je pense que nous allons passer directement aux questions. On commence. Oui, Amadou. Merci. Marc, vous avez parlé de Paul Tisser et donc comme soldat engagé dans l'armée coloniale, il a vécu des exactions et il a dénoncé à sa manière. Alors, le militaire ayant été au cœur des massacres, parce que c'est eux qui perpétraient ces massacres au nom de l'État colonial, est-ce que vous pensez qu'il n'a parlé, il n'a écrit que parce que, vous-même vous le dites de manière très, très éloquente, que l'écriture était pour lui un châtiment salvateur qui s'imposait à lui, parce qu'il entendait des voix, il entendait une voix. Est-ce que c'est parce que, juste qu'il entendait une voix qui l'obligeait à écrire, ou c'est parce que c'était une démarche volontaire? Quelle est donc la part de conscient et d'inconscient dans sa démarche? Merci. Bien, je pense que nous allons prendre une série de 2 ou 3 questions avant de pouvoir répondre. Alors peut-être, je vais rebondir sur la question de monsieur. Oui. Ce que je trouve très frappant à propos des témoignages de Tesser, c'est qu'on dirait qu'il fait partie de ces gens qui, durant la période coloniale, se retrouvent malgré eux pris dans cette histoire et qui sont littéralement travaillés par cette violence et par une violence qui les déborde absolument et qui est pour eux absolument indigeste. Et on a l'impression, enfin c'est un auteur que je ne connaissais pas avant d'avoir entendu Marc, on a l'impression qu'il est presque miraculeux, qu'il ait réussi à écrire. C'est comme s'il réussissait à écrire et à rendre compte de quelque chose qu'il ne réussit pas à penser pour lui-même. C'est une question complémentaire. Donc, il va répondre à toutes ces 2 préoccupations. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Juste par curiosité, comment a terminé Tesser la fin de sa vie? Est-il devenu fou ou a-t-il toujours été militaire? Voilà. D'accord, je pense que, bon, il est chanceux, Marc, donc il pourra bien expliciter sa pensée, évidemment, son analyse. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, savoir la part de l'inconscient et du conscient, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est inextricablement lié. Et effectivement, il essaie de se défendre à chaque fois qu'il y a des irruptions de l'inconscient un peu trop violentes sous la forme de voix, mais c'est aussi ce qui le guide. Et voilà. Après, la part consciente, c'est qu'effectivement, c'est un vieux problème. On a vu hier pour la BD, mais c'est la même chose pour la peinture ou pour la littérature. Comment rendre la violence? Comment rendre dans le style la violence? Et ça, je crois que ça n'est possible que si effectivement il y a une activité de travail. C'est un travail d'écrivain, enfin, pour le coup. Mais ça repose aussi sur une espèce de violence intériorisée. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Imminence, c'est sur les faits. Puis immanence, ça vient de loin, ça vient d'une nécessité intérieure qui est faite de plein de choses. Voilà, mais je crois que c'est inextricablement lié, hein, absolument inextricablement lié. Voilà, je pense que, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement cette forme qu'il trouve, qui me paraît effectivement très dépouillée, très, très violente, et c'est une belle réussite, mais je crois que ça s'ancre justement sur des choses plus profondes. Donc ça me paraît être inextricablement lié. Qu'est-ce qu'il aurait écrit s'il n'entendait pas cette voix? Ah, je n'en sais rien, ça, mais j'en sais rien. Pourquoi écrit-on ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ouais, pour la fin de sa vie, après je reviendrai sur le cœur, mais pour la fin de sa vie, oui, voilà, je cherchais le monsieur qui avait posé la question. Pour la fin de sa vie, eh bien, il dit lui-même que, en fait, il a attrapé toutes les maladies coloniales, c'est-à-dire qu'il picole, il se drogue aussi beaucoup. Et effectivement, il fait de nombreux séjours dans les hôpitaux psychiatriques en France. Et après, il repart, il trouve un emploi au poste et télégraphe. Il installe les télégraphes et il finit en Casamance, à Ziguinchor, comme colon. Mais ça ne se passe pas très bien non plus. Il est repatrié en France et il finit dans les hôpitaux alcooliques, drogués et en proie aussi à des visions hallucinatoires. C'est un destin terrible, hein. Voilà, mais ça ne se présentait pas très bien dès le départ, on va dire. Voilà. Plus tout ce qu'il a vécu. Voilà. Alors, quant à la question que vous posiez, il y a une chose, alors que j'hésitais d'ailleurs à démarrer par là, mais quand je suis tombé sur ce texte, je me suis demandé s'il racontait effectivement la vérité. Donc je suis allé aux archives militaires et j'ai vu des archives épurées, autocensurées aussi par les rédacteurs. Et j'ai été tombé sur la lettre d'un canonnier. C'était quand même des bataillons disciplinaires, il y avait des droits communs aussi là-dedans. Et c'est pas des tendres, c'était quand même des bataillons terribles. Et le canonnier écrivait au ministre de la Guerre pour lui signaler toutes les exactions, que quand on arrivait dans la Casbah, il fallait pointer le canon et détruire tout le monde, alors que les gens arrivaient avec des légumes et puis des fruits et de l'eau pour rafraîchir les troupes. Et il braquait le canon, il les tirait. Le canonnier s'en indignait. Voilà. Donc ça peut venir effectivement parfois d'une voix comme ça qui s'élève. Et j'avais aussi alors après j'ai fait d'autres recherches. C'est surtout en France les milieux anarchistes en fait qui se sont les premiers mobilisés. Alors à travers après la Ligue des droits de l'homme, effectivement, mais surtout c'est vraiment des anarchistes qui eux-mêmes après étaient poursuivis par la police et la hiérarchie militaire et étaient envoyés dans les bas de DAF d'ailleurs en représailles. C'est une espèce de chose qui tourne comme ça. Il y avait donc de gros risques en fait. Et souvent, alors ce que j'ai pu repérer, par la lecture aussi de la presse et de ses auteurs, c'est qu'en fait les gens étaient floués, y compris dans les missions scientifiques. C'est ça que je voulais dire. C'est que souvent, ça partait, par exemple, la mission Fouro-Lamy, qui est une mission célèbre, effectivement, c'était une mission scientifique. J'ai regardé par curiosité hier Wikipédia, il y a marqué mission scientifique et militaire, ce qui est une faute.
Au départ, c'est une mission scientifique. Et Fourreau est un universitaire, c'est un géographe, et c'est extrêmement surprenant parce que j'ai trouvé des discours quand il rentre, donc c'est une mission qui va jusqu'au Tchad, et quand ils font le retour à Alger, ils sont accueillis par la population, parce que c'est la première fois qu'on traverse le Sahara, et ils sont accueillis par la population qui les accueille à grands cris, en les glorifiant, etc. Et Fourreau, il est furieux parce que ça s'est transformé en mission militaire. Et il dit qu'il va faire des choses, qu'il va dénoncer tout ça. Et on voit les autorités locales, administratives, dire tu te tais, regarde l'opinion publique, elle est avec les militaires parce qu'on a conquis une partie du Sahara, c'est glorieux. Et il y a cette idée de gloire, on y a fait allusion d'ailleurs il y a 2 jours. Les militaires sont en place dans les chefs, là, les petits chefs, et c'est cela que vise Tisser justement. C'est ces petits chefs qui se prennent pour des Bonaparte ou des Césars et qui effectivement, gouvernent des contrées qui sont immenses. Ils se retrouvent effectivement des petits empereurs et qui du coup font des exactions dès qu'ils le peuvent. Et c'est cela qu'il veut dénoncer. Et Fourreau, lui, il va se faire museler. Voilà, il va se faire museler par les autorités. On va le nommer, je ne sais pas où, et puis il se tait. Alors, il y a aussi un autre moyen de faire passer les choses, et c'est le cas de Tisser, mais c'est aussi le cas d'ailleurs de Fourreau, c'est par la franc-maçonnerie. Ils sont tous les 2 francs-maçons, et là, par ce biais-là aussi, donc par le biais d'associations, ils font passer un certain nombre d'idées. Voilà. C'est un des... Merci, je pense que la discussion pourra continuer dans les coulisses et qu'on peut applaudir tous nos présentateurs. Et nous pouvons prendre notre pause.